Alors, ah oui, c'est vrai que les orateurs ne connaissent pas l'ordre de passage. Et oui, ça c'était pour leur mettre un peu de difficulté. Déjà qu'il y a des grandes personnes ici présentes. On leur a mis encore des difficultés avec l'ordre de passage dont ils ne connaissent pas. Attention, roulement de tambour. Maxime Deron. Bon courage. Ah, il marche plus. Bon courage et on l'applaudit. Je teste juste le micro pour savoir est-ce qu'on m'entend bien. Si je le tiens comme ça a l'air parfait, non? Oui. Génial, merci. J'attends le signal. Je sais pas, il y a quelqu'un qui signale ou c'est à ma guise? D'accord. Cher jury, chère audience, bonsoir à tout le monde. Avez-vous la réponse à cette question? Cette question qui nous dérange, cette question qui nous irrite, cette question qui nous frustre. Pourquoi sommes-nous entourés d'imbéciles? Cette élégante question se pose dès lors que l'on constate le comportement insensé d'une majorité. Pourquoi a-t-on voté Trump? Pourquoi conduit-on mal? Pourquoi pollue-t-on? Pourquoi les pro-chocolatines n'ont-ils pas encore été incarcérés? Mais rarement arrivons-nous à une réponse satisfaisante. Alors aujourd'hui, j'ose espérer vous donner un petit brin de réponse. Le but n'est pas de savoir si l'on a raison, plutôt pourquoi poser une telle question. Alors, autrement dit, comment un individu peut-il conclure qu'un groupe se comporte de façon idiote? Je vais pour cela aborder comment nous jugeons, puis comment nous raisonnons. En tout premier lieu, si l'on estime que l'on voit des idiots, c'est parce que nous sommes constamment poussés à juger autrui. Mais pourquoi juger, me diriez-vous? Eh bien, tout d'abord, juger, c'est s'identifier. C'est à partir des gestes d'autrui que l'on s'identifie, que l'on fait sens de notre propre entourage. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de surveiller chacun d'entre vous. Il s'agit d'observer des groupes pour les juger et se situer. Je me remémore encore mon ancien collège nordique, où presque chaque étudiant, plutôt élève, parlait aussi bien l'anglais en cours que M. Hollande dans ses discours. Et j'étais fan de l'anglais. Et je l'ai méprisé, je l'ai détesté, j'étais à leur opposé. Et puis le Brexit. Mais juger, c'est aussi s'exprimer. Juger, ce n'est pas que garder ses réflexions à soi-même. Notre personnalité se forge en communiquant. Imaginez un instant M. Zemmour se retenir de parler de l'immigration sur CNews. Inconcevable. Dans un second temps, si on estime qu'un groupe se comporte de façon idiote, c'est parce qu'il nous est facile de raisonner ainsi. Il nous est même facile de mal raisonner. Tout d'abord, nous avons une certaine aisance à prendre une position sur n'importe quel sujet. Raisonner, c'est sélectionner des idées, en rejeter d'autres, et puis arranger ce qui nous reste pour arriver à une conclusion. Mais il existe mille et une idées. Et lorsque l'on juge un groupe, nous avons d'autant plus l'embarras du choix de par la généralisation. Les mauvais conducteurs sur la route incarnent un sujet plus vaste et interpellant qu'un seul simple piètre conducteur. À défaut de l'insulter, on critiquera rapidement sa conduite, tandis que pour un groupe, nous rajouterons des généralités telles que le code de la route n'est plus respecté. Et enfin, notre raisonnement est toujours perturbé. Il reste perturbé par les émotions, certes, vous les connaissez, mais aussi les biais cognitifs. À l'image de BFM TV, ce sont des processus qui distordent notre traitement de l'information. J'appelle à la barre l'erreur ultime d'attribution, qui est une tendance à mal considérer la position et la situation d'un groupe
pour le juger et en déduire son comportement et ce que l'on pense. Imaginez une classe d'élèves d'ISIMA ou de Polytech qui a passé récemment son examen de mathématiques. Mais imaginez que vous détestiez cette classe. Alors certains d'entre vous seraient tentés de dire qu'ils ont eu de la chance, que c'était facile. Et si cette fois-ci, cette classe avait échoué leur examen de mathématiques? Eh bien, certains d'entre vous seraient tentés cette fois-ci de dire tout simplement que c'était de leur faute, qu'ils n'ont pas bien révisé, que ça venait d'eux, contrairement à la première situation. Et donc, pour conclure, il nous est facile et tout à fait compréhensible de penser que nous sommes parfois entourés de personnes idiotes, d'une majorité idiote. Mais il faut garder à l'esprit que nous sommes capables de facilement raisonner ainsi et de mal raisonner. Et de plus, nous jugeons constamment, nous sommes poussés à juger pour s'exprimer, pour s'identifier. Et à juste titre, j'aimerais finir avec Coluche. Coluche qui disait, pour connaître les gens, ou du moins pour les critiquer, il faut effectivement les connaître et il faut les aimer. Merci. Bravo lui. Je pense que même pendant mes euros de projet ou de stage, j'avais même pas autant bossé dans l'entretien. Je pense qu'on peut accueillir notre deuxième orateur, qui est Annette Courgeot. Il a souhaité nous dire qu'il venait de Bordeaux. Est-ce que tout le monde m'entend bien comme ça? Est-ce que c'est trop fort, pas assez fort, là, c'est bon? On est bon? Ok. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans leur modeste chaumière. Quand vint le loup affamé, ils fuirent pour ne pas se faire manger. Un beau jour, j'arrête là. De toute façon, on connaît tous l'histoire, on connaît tous la suite. Ils vont construire 3 maisons, une en pierre, une en bois, une en paille. Et en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que la maison en pierre nous semble la plus fiable. C'est évident. Et la paille, même pas besoin d'en parler. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite blague. Qu'est-ce qui s'envole, brûle et se fait manger par des rongeurs en même temps? Une maison en paille. La blague. Non, c'est pas drôle. Prenez par exemple la tour de Pise. C'est une merveille architecturale en pierre. C'est complètement penché. C'est un fiasco, il faut se le dire. Donc on arrête tout de suite avec ça. Prenons autre chose. Donc, par exemple, Notre-Dame de Paris. Alors oui, c'est un témoignage du talent et du savoir-faire des constructeurs français de l'époque. Et elle a brûlé récemment, oui. La charpente en bois a brûlé, effectivement. Donc on va trouver autre chose encore. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Je connais un petit immeuble de 3 étages, en plein milieu des Alpes, au nord de l'Italie. Donc à chaque étage, on peut trouver une petite chambre d'hôte très sympathique, avec des grandes fenêtres, avec vue sur la montagne. C'est magnifique. Et en plus, le bâtiment est soumis à des contraintes climatiques très intenses. Imaginez-vous, il faut qu'il puisse résister à des grosses tempêtes montagneuses, avec en plus des mètres et des mètres de neige sur le toit. Ah, c'est du solide. C'est sûr que c'est construit en pierre ou un truc du genre. Et du coup, je suis allé me renseigner, je suis allé vérifier. Et en fait, cet immeuble est construit en paille. Oui, en paille porteuse. Alors des grosses bottes de paille empilées et barbouillées avec de la terre. Donc, ouais,
j'étais aussi choqué que vous quand j'ai appris ça. Du coup, je suis allé me renseigner. J'ai parlé au troisième petit cochon là. Et en fait, la construction paille, c'est pas des lol. C'est même un truc de fou. Mais bon, comme je suis sympa, je vais vous en parler vite fait. Donc, apparemment, la technique serait apparue au Nebraska à la fin du 19e siècle. Et la légende raconte qu'au début, les gens se faisaient brouter leur maison par des vaches. Sympa, mais bref. Pour construire un bâtiment en paille porteuse, il vous faut des fondations. Donc ça, on est d'accord. Ensuite, par-dessus, on empile des bottes de paille, comme on le ferait pour un mur en briques. Ok. Ensuite, il faut enduire avec de la terre ou de la chaux pour protéger la paille et rigidifier la structure. Donc c'est pour ça qu'on peut parler aussi de construction terre-paille. Et pour finir, en guise de couverture, on peut imaginer un toit végétalisé ou alors un toit en tuiles classique. Et voilà, le tour est joué. Donc le bâtiment va résister aux intempéries, il va résister au feu, aux tremblements de terre, aux grosses tornades. On voit donc que le loup est bel et bien impuissant. Mais qu'en est-il des rongeurs, des insectes et des moisissures? Ils meurent de faim. Voilà, en fait, la paille ne peut pas être dégradée tant qu'elle n'est pas moisie, et la paille ne moisit pas tant qu'elle reste au sec. Donc, c'est dommage pour eux. Ensuite, au niveau du confort. Bon, là, on est sur un truc incroyable. Les murs sont très épais, donc environ 50 cm, et du coup, ça offre une super isolation phonique et une excellente isolation thermique. Et en plus de ça, les murs en terre-paille absorbent l'humidité dans l'air de façon très puissante. Donc évidemment, on va pas construire des grands immeubles avec de la paille, mais ça marche super bien pour les maisons à 1 ou 2 étages. On peut construire sur 3 étages, mais ça devient plus compliqué et c'est moins intéressant. Ensuite, un petit blanc, effectivement. Donc, mais en revanche, on ne peut pas construire sur 3 étages, mais en revanche, ça dure dans le temps. Il y a des maisons qui ont été construites dans les années 20 en France en paille porteuse, et les maisons sont toujours en bon état, et elles sont toujours habitées. Bon, évidemment, ce n'est pas les mêmes habitants qu'à l'époque, parce que sinon, oula, toujours pas drôle, d'accord. Biodégradables. Elles sont biodégradables, ces maisons. Lors de la destruction, on peut aisément laisser la terre et la paille des murs se composter en autonomie. Donc c'est nickel. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment plein, et j'aimerais vraiment pouvoir essayer de vous les exposer, mais j'ai pas le temps, d'accord? J'ai mon pote. Donc finalement, si on devait réécrire l'histoire des 3 petits cochons, est-ce qu'ils n'iraient pas tout de suite se réfugier dans la maison en paille, plutôt que celle en pierre? Mon message. Aujourd'hui, en France, le secteur du bâtiment est un des plus gros postes de pollution. Que ce soit au niveau de la construction, du fonctionnement et de la fin de vie des bâtiments. La généralisation de la construction en paille porteuse présente une solution efficace, de qualité et applicable immédiatement. Qu'attendons-nous? Merci de votre attention. Maintenant, place à notre 3e orateur, qui s'appelle Paul-Étienne Delas. Connaissez-vous le dilemme du prisonnier? Peut-être, peut-être pas, je vais vous l'expliquer. Le dilemme du prisonnier, c'est une situation théorique dans laquelle on a 2 prévenus qui sont séparés et soumis à un choix. Chacun peut soit coopérer et protéger son complice, soit le trahir. Ce qui nous donne 4 solutions, dont 2 qui sont miroirs, donc 4 figures possibles. Dans un premier temps,
les deux prévenus peuvent décider de se couvrir mutuellement, auquel cas, faute de preuves, ils écoperont chacun d'un mois pour une peine minime, parce qu'il n'y a pas assez de faits retenus contre eux. Dans le deuxième cas, l'un des prisonniers, des prévenus, peut décider de trahir son acolyte. À ce moment-là, il est immédiatement libéré, et son acolyte écope de la peine maximale, 20 ans. Le troisième cas de figure, c'est le cas où les deux décident de se trahir mutuellement. Alors, chacun écope de 15 ans. On se rend compte, du point de vue d'un prisonnier, qu'il est plus intéressant de trahir. Puisqu'en trahissant, soit on est libre, soit on écope de 15 ans. Tandis qu'en coopérant, pour les mêmes réponses, soit on écope d'un mois, soit on écope de 20 ans. Si on applique ce mécanisme aux deux prévenus, on tombe systématiquement sur le cas où les deux se trahissent. Et on arrive alors à chaque prisonnier pour 15 ans. Ce qui est, de manière globale, le pire choix possible. On se rend bien compte que le meilleur choix serait que les deux coopèrent pour n'écoper chacun que d'un mois et d'être libres. C'est le dilemme du prisonnier. Et ce dilemme, on y est tous exposés chaque jour. Alors, pas pour la prison, enfin j'espère pour vous en tout cas, mais pour tout un tas de petites situations, quand on fait une file d'attente, quand on a une promotion peut-être au boulot, quand on trouve un portefeuille par terre ou qu'on joue au Monopoly. Autant d'occasions de tromper, de trahir, de tricher, de mentir. C'est pas très grave en général, hein, c'est humain. Et puis de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, c'est l'autre qui va le faire. Moi je serai bonne pomme, c'est moi qui vais me faire avoir. Et puis il y a notre expérience qui joue aussi. Chaque fois qu'on se fait trahir, c'est un petit pas qui nous rapproche et qui nous donne envie de trahir à notre tour. Mais j'ai peut-être une solution pour vous. Un mot. Un seul mot, mais qui aujourd'hui est mal aimé. Lorsqu'on le prononce, on a tendance à lever les yeux au ciel et à pousser des soupirs. Et souvent, ceux qui l'utilisent le plus sont ceux qui l'appliquent le moins. Donc je ne le dirai qu'une seule fois. Ce mot, c'est pas une invitation à rejoindre un monde imaginaire et fabuleux où tout se passe bien. C'est une arme. C'est une arme, un outil extrêmement puissant et performant. C'est un outil qui se base sur les mêmes mécanismes qui nous font nous méfier les uns des autres. C'est un outil qui est contagieux. Plus on y est exposé, plus on aura tendance à vouloir l'utiliser également. Je ne vous parle pas d'abandonner toute défense, de faire confiance naïvement, de pardonner comme ça. Non, la mémoire c'est important. Mais l'outil que je vous propose d'utiliser, c'est un outil qui permet d'aller au-delà des erreurs, au-delà des mécompréhensions et des quiproquos. Excusez-moi. C'est cet objet, cet outil, qui permet à tous d'économiser de l'énergie sur le long terme. C'est un outil de long terme. On est comme des boules sur un billard. On passe notre temps à s'entrechoquer. Des collisions, il y en a partout, des petites, des grandes. Mais sur le billard, contrairement à une boule réelle, nous on peut décider de l'impact qu'aura sur nous la collision. Cet outil, c'est se dire, je ne vais pas choisir simplement la solution qui m'économise le plus d'énergie à moi. Parce qu'on est tous dans le billard. Et que la meilleure solution pour nous, c'est de choisir d'absorber le choc ou de le dévier, afin d'éviter d'entrer en collision avec une nouvelle personne. Cet outil, c'est prendre en compte le reste du monde et pas seulement sa pomme. Ce qui n'est pas facile. Mais même de manière personnelle, on a à y gagner. On évolue dans un monde sur lequel, qu'on le veuille ou non, on a tous un impact. Aussi petit soit-il. Alors, on vous parlera d'écologie, c'est la même chose ici. Mais moi, c'est vraiment concret, au sens où... Enfin, l'écologie aussi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce dont je vous parle, c'est vraiment concret. Puisque,
comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est communicatif, c'est contagieux. Et le fait de l'utiliser, ça va se communiquer aux autres. Cette arme, c'est la bienveillance. J'imagine que vous l'aviez deviné. Aujourd'hui, on est des milliards de prisonniers. Alors je voudrais vous poser une seule question. Vous, quel prisonnier vous choisissez d'être aujourd'hui? Merci. Encore merci pour ce discours. Alors, nous passons maintenant au quatrième orateur, ou oratrice, qui est Mathilde Aymar. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Ok, super. Mesdames, messieurs, depuis l'enfance, la musique et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ce soir, je vous invite à me suivre dans le monde merveilleux et intime de la musique. Celle qui a su animer toutes nos fêtes, anniversaires, pots de départ, soirées étudiantes, mais aussi celle qui a su nous consoler, bébés, amoureux, endeuillés. Il y a 2000 ans, Aristote a affirmé « La musique adoucit les mœurs ». Selon lui, le rythme et l'harmonie de la musique repoussent les vices grâce à ses vertus apaisantes et éducatrices. Oui, cet art est un fait social bénéfique. Elle favorise le développement humain, intégrant savoir, observation, créativité et surtout plaisir. Elle joue un rôle essentiel et humaniste dans nos vies, puisqu'elle est capable d'améliorer nos qualités de vie. D'une part, la musique agite au cœur de chacun. Les musiciens sont ce que j'appelle les traducteurs de notre intériorité. Leurs œuvres nous procurent quelque chose là-dedans, au plus profond de notre être. Kant disait d'ailleurs à ce sujet que la musique est la langue des émotions, puisqu'elle est capable de nous faire ressurgir un souvenir bien précis, ou de nous procurer une émotion vive. Le temps d'une chanson, notre imagination est décuplée. Nous sommes transportés dans un monde là où il n'y a ni règles, ni contraintes, puisqu'il nous appartient. La musique peut rendre les hommes libres, disait Bob Marley. Maintenant, savez-vous ce qu'il se passe là-dedans, dans votre petite cervelle, lorsque vous écoutez de la musique? Eh bien, visualisez un petit chimiste. Il détient dans sa main une fiole d'endorphine. À ce moment-là, votre cerveau devient plus réceptif que jamais et le petit chimiste attend. Il attend. Puis tout à coup, une réaction chimique s'effectue. En un claquement de doigts, toute l'endorphine s'est libérée dans les moindres capillaires de votre corps, vous prodiguant donc une sensation de bien-être. Vous êtes rassuré dans votre élément et rien ni personne ne peut vous déranger. De plus, il a été prouvé, grâce à la musicothérapie, que les personnes souffrant de maladies ou alors traumatisées ont retrouvé un équilibre de vie. Cela me rappelle l'histoire de Martha Gonzalez, une ancienne danseuse atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui miraculeusement a retrouvé les mouvements du lac des cygnes rien qu'en écoutant l'œuvre de Tchaïkovski. Vous voyez, même à un stade avancé de la maladie, la musique est capable de miracles. C'est un stimulateur cognitif puissant. Elle n'active pas qu'une seule zone cérébrale, mais bien plusieurs. La musicothérapie devient donc intéressante dans la prise en charge des patients, car elle peut être considérée comme le seul canal de communication possible. D'autre part, la musique nous rassemble les uns avec les autres, quelle que soit notre culture, notre origine, notre milieu social. Lorsque nous écoutons des chansons tous ensemble, un lien invisible peut se présenter sous différentes formes. Les tout-petits développent déjà ce lien avec les parents lorsque ces derniers tentent tant bien que mal de leur chanter des berceuses pour s'endormir. Lors de concerts, le groupe ou l'artiste et le public sont en communion. Ils partagent des émotions fortes et vibrent tous ensemble sur la même musique.
Parfois, nous nous retrouvons même à chanter tous ensemble l'hymne national dans un stade, des chants engagés lors de manifestations. La musique est loin d'être uniquement un divertissement. Cela peut être un très bon moyen de vous faire des amis. Pour conclure, la musique reste avant tout un langage universel qui nous rassemble en tant qu'humains. Les vibrations qu'elle nous envoie sont bénéfiques pour notre bien-être et pour tous ceux qui nous entourent. Elle nous touche aussi en plein cœur. Elle peut nous faire rire, sourire, nous attendrir, mais elle a aussi ce pouvoir de nous faire pleurer, aimer, voyager dans une dimension qui échappe à notre contrôle. Aristote a raison. Oui, la musique adoucit les mœurs. Du classique au rap, de la variété française à la variété internationale, cet art va vous combler. Il est maintenant temps, messieurs, dames, de vous connecter sur votre plateforme de musique préférée ou de ressortir vos vinyles. Tout cela, évidemment, est à consommer sans modération pour notre bien-être et surtout pour notre monde qui en a tant besoin. Merci. Merci à toi. Alors, nous allons passer maintenant au 5e orateur, qui est Richard Rouvière. Ouais, bon courage. Comme ça. Le plus difficile dans le dialogue, ce n'est pas de parler, mais d'apprendre à écouter. Cette phrase, prononcée par Jean-Marie Petitclerc, qui était, et qui est toujours vivant, prêtre, écrivain, polytechnicien, illustre à mes yeux ce qui nous fait défaut aujourd'hui dans notre société, à savoir le dialogue. Je pense que la majorité de nos problèmes sociaux et politiques proviennent d'un manque de dialogue, mais aussi d'écoute. Je pense aussi que le dialogue est ce qui fait et qui construit la société, car c'est ce qui nous a permis de nous regrouper, de former des communautés et des sociétés. Alors ce soir, je ne suis pas venu pour vous donner de leçons de morale, pour vous apprendre à communiquer, je pense qu'il y a des personnes qui feront mieux que moi, mais tout simplement pour vous faire réfléchir sur ces quelques mots, et surtout sur ce qu'ils représentent. Alors, après 2 années de pandémie, de confinement, d'isolement, donc on a essentiellement discuté avec nos proches ou d'autres personnes de manière virtuelle. Et je pense que nous avons un peu oublié quelques fondements du dialogue, à commencer par l'écoute. À l'heure actuelle, nous sommes tous masqués, hein. J'ai l'impression que nous oublions que la politesse doit être contagieuse. À l'heure actuelle, où nous avons tous des écouteurs dans les oreilles, j'ai l'impression que nous n'avons jamais été aussi sourds au monde qui nous entoure et fermés au dialogue. Alors oui, le dialogue pose problème aujourd'hui, car en effet, je suis choqué de voir que nous sommes capables d'échanger avec un inconnu qui se trouve à l'autre bout de la planète, alors que nous ne sommes même pas capables d'échanger avec quelqu'un qui se trouve à côté de nous, notre voisin. Je suis choqué de voir qu'en 2022, des personnes, via Internet, des réseaux sociaux, puissent insulter, dégrader l'image d'autrui, ou menacer de mort même, sans même qu'ils soient capables d'assumer ces propos dans la vraie vie. Je suis choqué de voir que dans nos rues, une foule puisse passer à côté d'une personne souffrante sans même entendre les cris qu'elle pousse. Je suis choqué de voir qu'en France, terre des droits de l'homme quand même, on nous le rappelle souvent, une personne qui possède une religion particulière, une couleur de peau particulière, une orientation sexuelle particulière, ou encore un schéma vaccinal incomplet, ne soit pas écoutée au même titre qu'une personne qualifiée de normale. On peut se poser 2 questions. Qu'est-ce que la normalité? Mais surtout, qui peut se permettre de fixer des règles dans lesquelles une personne aurait plus le droit de parole et écoute qu'une autre personne qui n'est pas qualifiée de normale du coup? Je suis choqué de voir qu'en France, en démocratie, étymologiquement parlant, démos kratos, le pouvoir au peuple, il y ait si peu de dialogue entre les élites de la société, donc de la classe politique, et le peuple.
Je suis également choqué de voir que nous, citoyens, nous tous, nous ne savons plus débattre ou encore exprimer nos idées par peur du regard des autres, par exemple. Je suis choqué de voir qu'en France, terre du droit social, il y ait encore des institutions qui soient sourdes à la souffrance étudiante, au décrochage scolaire ou encore au harcèlement. Mais pire, que d'autres institutions, avec l'actualité, un commissariat par exemple, soient sourds aux souffrances de personnes comme les femmes ou les enfants victimes de violences dans les foyers. Enfin, mesdames et messieurs, je suis choqué de voir qu'en 2022, la liberté d'expression pose problème. Donc voilà, j'espère qu'après ce concours, vous réfléchirez à votre manière d'interagir en fait avec le monde qui vous entoure, mais aussi votre manière de dialoguer, comment vous abordez vos relations avec les autres, et que, au regard de ce qui se passe un peu à l'est de l'Europe, nous ne savons pas de quoi est fait demain, que demain nous sommes tous acteurs de la société, et que donc je peux que vous encourager à être bienveillant avec les autres, et avoir un discours d'amour, et être à l'écoute. Je vous remercie pour votre attention, et merci aussi à François de Soprasteria de m'avoir bien aidé. Merci. Oui, merci pour ce discours. Alors, nous allons passer maintenant à notre 6e orateur, qui est Paulin Demandé. Alors évidemment, je me disais bien, c'est pas une mare. Et puis, ce livre que j'ai délicatement posé, c'est pas un pavé. Alors, à la question de savoir si jeter un pavé dans la mare fait augmenter le niveau, eh bien, je n'ai pas de réponse. Cher public, noble juré, spectateur de l'au-delà des réseaux, me voilà dans une impasse. Vous savez, je me voyais déjà courir nu à travers cette salle, passer la porte, ouvrir la seconde, trébucher, me reprendre, et crier en pleine lumière « Eureka! Eureka !» Mais Archimède, malgré toute la force de sa poussée, ne peut pas m'aider. Et non, je ne fais confiance, pas aux inconnus, et je ne crois que ce que je vois. Alors voyez, je suis bien mal parti. Je crois que cet effort inutile n'aura produit aucun effet. Tout est dit, il n'y a rien à dire. Ou peut-être que si. À voir cette constellation d'étoiles tourner vers moi, vos yeux, noble juré, j'ai votre attention. Oui, c'est ça. Il me semble bien quelque chose a changé. Mais oui, je le sens, je le vois. Quelqu'un m'écoute. Mais alors, cet effort, cet infâme trouble à l'ordre public, ce bruit si terrible à nos oreilles, n'aura pas été un effort inutile. Non, c'est lui qui m'a permis d'être là. C'est lui qui m'a permis d'avoir votre attention. Peut-être est-il un mal nécessaire, un sacrifice. Cette action nous coûte. Nous le savons bien. C'est une action. Et puis, il faut se méfier de l'eau qui dort. On ne sait jamais sur quel monstre on risque de tomber. Mais je vous le dis en vérité, le pire des monstres, je l'ai déjà vu de mes yeux. Nous le connaissons tous. Il s'appelle l'indifférence. L'indifférence, c'est le poids mort de l'histoire. C'est le boulet de plomb à la cheville du novateur. C'est l'étang qui entoure la vieille ville et la protège mieux que les murs les plus épais, mieux que les poitrines de ses soldats. Car l'indifférence ensevelit dans ses remous limoneux les assaillants, les décourage, les hébète et parfois les fait renoncer à l'entreprise héroïque. Alors je vous le demande, noble jury, spectateur, citoyen, citoyenne, toi mon semblable, mon frère, ma sœur en humanité, je te le demande, prends de la hauteur et jette ces pavés de lumière dans les mares du monde. Mais ne te méprends pas. Je ne te parle pas de ces blocs arrachés qui trop souvent se retrouvent dans les mains de manifestants énervés. Non, je te parle de ces produits de la raison, ces œuvres de l'esprit. Prends cette hauteur et jette-les dans les mares de l'indifférence. Mais fais-le pour de bon, ne le fais pas pour éclamousser, comble-les, comme les jardins de Versailles furent comblés par le nôtre pour y planter une graine du génie de l'humanité. Comble-les, plante-y un arbre de la liberté, il côtoiera le ciel. Loin de moi l'idée de vous faire de grandes leçons de morale. Qui suis-je? Vous êtes si beau, si grand. Ces étincelles qui carbonisent mon cœur, qui se trouvent dans vos regards. Mais s'il te plaît, je te le demande, je t'en conjure une dernière fois,
quand tu prendras l'action, quand tu jetteras des pavés dans les mares du monde, fais-le avec amour, car c'est un principe. Fais-le avec la base, parce que... Oula, fais-le avec progrès, parce que c'est notre base, et surtout... Mais non, grand Dieu, je me perds moi-même. Non, il faut le faire avec amour, parce que c'est notre principe. Il faut le faire avec ordre, car c'est notre base. Et surtout, il faut le faire pour le progrès, parce que c'est notre but. Voilà. Nous allons passer à notre 7e orateur, qui est oratrice Lucie Berger. Bonsoir. En arrivant devant vous, je me pose cette question. Qu'est-ce que je fais là? C'est la question qu'on repousse tous. Cette question, elle suscite tout. Parce que cette question, elle peut gâcher un moment, une vie même. Cette question, elle nous arrache de cette monotonie, de ces habitudes que l'on a prises, ces actions que l'on fait tous les jours, et on a perdu le sens de ces actions. Parce que cette question, elle permet de se demander si la vie a un sens. Est-ce qu'elle en a un? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'en a pas. Mais si elle n'en a pas, qui? Qui nous empêche de lui en attribuer un de sens? Même s'il n'est que provisoire. La vie l'est aussi après tout. Alors ce soir, je prends le risque. Je prends le risque de répondre à cette question. Qu'est-ce que je fais là? Parce qu'elle mérite qu'on y réponde. Alors tout d'abord, pourquoi je suis là? Est-ce que mes parents m'ont obligé à venir? Est-ce que j'ai vu une publicité et je me suis dit, tiens, je vais suivre cette affiche? Je ne sais pas. Cette pensée vient-elle réellement de moi? La pensée. Cette chose aujourd'hui, tout le monde voudrait penser différemment. Tout le monde voudrait être différent. Mais à force de vouloir être différent, de sortir de ce troupeau, on s'en crée un nouveau. On se rassemble parce que c'est le propre de l'homme. Alors, c'est quand même un sacré paradoxe de se dire qu'en voulant être différent, on se ressemble tous. Car oui, de loin, nous sommes tous pareils. Mais de près, chaque individu est différent. Chaque individu a ses propres motivations, ses propres souvenirs, a fait ses propres rencontres, des gens qu'il a pu admirer, qui peut-être même l'ont impressionné, a suivi leur chemin, puis s'est créé le sien. Toutes ces choses qui aujourd'hui ont forgé l'identité de cet individu, qui a fait que son passé lui a permis d'être là aujourd'hui, maintenant. Et d'ailleurs, ce maintenant, ce présent, cette question, qu'est-ce que je fais là, elle permet de remettre le présent au centre de notre attention. Car aujourd'hui, nous ne vivons plus dans le présent. Aujourd'hui, les gens se concentrent sur leur futur, disent « Non, aujourd'hui, ce n'est pas ma vie. J'attends le week-end, j'attends une augmentation, un nouveau poste, mais on se concentre sur notre futur. Le moment présent, on verra plus tard. » Ou alors l'inverse. Les gens se concentrent sur leur passé. Nous avons déjà tous entendu « C'était mieux avant. À l'époque, c'était mieux. Tout a changé aujourd'hui. » Alors, si le passé n'est qu'un idéal et le futur, si le passé n'est qu'un regret, et le futur un idéal, il ne nous reste que le présent. Cette seule chose que l'on peut contrôler. Alors finalement, cette question, qu'est-ce que je fais là ce soir? Cette question qui me permet de penser par moi-même, cette question qui me permet de me concentrer sur ce moment présent, je ne sais pas si j'ai la réponse absolue. Ou du moins, je n'ai ni la prétention, ni l'orgueil de vous donner cette fameuse réponse. Alors, existe-t-il une bonne réponse? Je pense que oui. Il existe autant de bonnes réponses que d'individus qui répondront à cette question. Je vais tout de même vous donner ma réponse. Si je suis là devant vous ce soir, c'est parce que j'en ai envie. J'ai envie de parler devant vous. J'avais envie de le faire. Parce que si on ne fait rien entre sa naissance et sa mort, eh bien c'est long la vie. J'avais envie de le faire car il faut vivre avant d'avoir vécu. J'avais envie de le faire comme un clin d'œil à moi-même, me prouver que j'en suis capable, mais aussi prouver à toutes ces personnes qui m'ont aidé dans ma vie, ces personnes qui m'ont accordé leur confiance, leur temps, leur prouver qu'elles avaient raison de le faire, leur montrer que leur investissement, eh bien, il est rendu aujourd'hui. Alors, merci, j'espère que vous aussi aujourd'hui, vous savez pourquoi vous êtes là.
discours plein de philosophie. Alors, nous allons passer... Alors, non, parce que comme il y a deux orateurs qui ne sont pas là, il y aura peut-être des slides qui seront plus d'actualité. Mais c'est pas le cas tout de suite. Alors là, on passe à le 8e orateur qui est Marine Boyer. Cette soirée a marqué les esprits. Patrice Evra, ballon au pied, prête à le délivrer à Antoine Griezmann, lorsqu'un bruit assourdissant figea, le temps d'un instant, ce joueur venu faire rayonner la France. L'éclat de la victoire sportive s'est ému lorsque, ce 13 novembre 2015, 131 Français trouvèrent la mort lors des attentats les plus meurtriers que connut ce pays. Si notre nation était traversée par la douleur, l'ensemble des citoyennes et citoyens firent aussi preuve d'un incroyable élan de solidarité. Sapeurs-pompiers, policiers de la BAC et de la BRI, l'opération Vigipirate, en souvenir des attentats de Charlie Hebdo, ne voulurent pas faire preuve de pusillanimité. Comme eux, et vous, j'ai ressenti cette ferveur d'être français. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Inéluctablement, mon engagement se voulait être le reflet de leur altruisme. Mais que signifie pour vos auditeurs, et vous jurez être réserviste? Ce soldat d'un week-end par mois contribue à la protection de la nation, à la défense nationale, il découvre l'institution militaire, mais surtout, il porte au pinacle les couleurs de la France. Quel panache a-t-on lorsque l'on porte le treillis militaire? Figure de sacrifice, de courage et de dévouement. C'est toujours avec honneur que je le porte. Certes, je suis avant tout un étudiant. Mon investissement ne peut paraître que subsidiaire, et s'il est une aparté temporelle, c'est surtout un dépassement personnel. Être réserviste, ce n'est pas seulement signer un contrat. Formation militaire éprouvante, bivouac sous la neige, autant d'activités qui me firent passer d'un civil à un militaire du rang. Mes 2 années d'engagement ineffable me guidèrent sur le chemin d'une réelle introspection. Voyez-vous, mon acte d'abnégation n'est pas sans faille. Passer, comme j'ai pu le faire, le réveillon Noël de 2h à 4h devant ce portail battu par les vents, glacial, n'est pas quelque chose qui me fait rêver. Alors oui, comme vous, j'aurais aimé partager un toast de foie gras, décortiquer une crevette avec mes proches, mais non. Il a fallu un planton pour protéger notre nation. Toujours disponible et discipliné, le code d'honneur du soldat ordonne aux soldats d'être exemplaires et de donner son temps. Loin de moi cette velléité, et me voilà hissé notre drapeau lors de mes jours d'activité. Quelle meilleure mission pour un réserviste que l'opération Sentinelle. Le temps de 34 jours, j'ai eu la lourde responsabilité de protéger le territoire. Ni flânerie, ni fainéantise, de nombreuses patrouilles pédestres furent exécutées place Stanislas. Au-delà de l'expérience professionnelle et personnelle, ce fut une fierté de rencontrer ces Nancéens. Voir dans leurs yeux l'admiration que j'ai suscitée à leur égard me porta vers l'accomplissement de ma mission. Tous les messages de soutien et de remerciement leur permettent de ressentir ce sentiment de sécurité. Que de privilèges offerts par l'armée française. Qu'est-ce qui pourrait me rendre le plus heureux? Non, je n'ai pas d'enlever mon masque quand je passe la porte de chez moi. Mais c'est pouvoir observer la contemplation de ce petit garçon à l'occasion de cette opération. Malheureusement, ce n'est pas l'avis de l'ensemble de nos concitoyens. Il y a cette peur que l'on dégage. Se balader à 7 dans un parc, équipé de la tête aux pieds, FAMAS approvisionné, dégage pour une minorité un sentiment d'insécurité. Je le conçois. Mais dans ces moments-là, nous ne voulons qu'une chose, garantir la paix. Défendre la France. Défendre le pays des droits de l'homme. Défendre des valeurs que je partage. Meurtrie par les attentats, la France
n'a pas l'esprit vindicatif. Elle fait l'éloge, au contraire, du multiculturalisme. Il n'est pas question d'ethnie, de religion ou de parti politique, uniquement de cette flamme qui nous unit, c'est d'être français. La France ne cessera de revendiquer ses libertés. Elle sera en tout temps et en tout lieu le pays de l'égalité. Et mon engagement à la réserve démontre l'essence même de la fraternité. Merci. Bravo pour l'engagement. Nous allons accueillir notre avant-dernier orateur, qui est James Flock Le Carreau. On m'entend? Génial. Et là on m'entend? Bonjour à tous, je me présente, je suis Jacques. Et je viens de la lointaine contrée du Puy-en-Velay pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mickey mousse-t-il parce que Mario Bros? Alors, je sais que c'est un sujet très controversé et polarisant. C'est peut-être même un peu risqué de vous en parler aujourd'hui, ça porte à beaucoup de débats. Mais je n'ai pas froid aux yeux et je compte bien aller au fond du sujet avec vous. Pour l'anecdote, mon dernier opposant, Alex, un camarade, il se reconnaîtra, a dû fuir au Canada à cause de mon argumentaire sans faille. Il n'y aura donc aujourd'hui personne, je dis bien personne, pour me contredire. Et vous serez donc obligé d'admettre que non. Non, Mickey ne mousse pas parce que Mario Bros. Premièrement, redéfinissons la question afin que tout le monde soit sur la même base. Mickey mousse-t-il parce que Mario Bros? Qui sont-ils? Eh bien, je pense que vous les connaissez déjà. L'un, mascotte culte de Disney, et l'autre, personnage et mascotte de Nintendo. Mickey mousse-t-il parce que Mario Bros? Que lit-on dans la question? Eh bien, on suppose que parce que Mario brosserait, Mickey mousserait. Et si je voulais répondre très simplement, sans même plus y réfléchir, je pourrais dire que, sachant que la question se base sur un jeu de mots, il s'agit bien de Mickey Mouse et non pas Mousse, et Mario Bros, abréviation de Brothers, et bien que la question soit caduque. Mais je vais aller un peu plus loin. Est-ce que malgré tout, Mario Bros et cette action fait-elle mousser Mickey? Commençons par le cas de Mario. Brosse-t-il? Eh bien, pour vous donner un peu de contexte, je pense que vous le savez déjà, mais Mario est le plombier le plus connu du monde. Mais il participe aussi à beaucoup d'activités, qu'il s'agisse du karting, du tennis, du foot, et même les Jeux Olympiques. Et c'est bien lors des Jeux Olympiques qu'on a la seule confirmation que Mario Bros, il participe en effet aux épreuves de curling. Épreuve qui requiert, eh bien, de brosser la glace. Mais je ne sais pas vous, mais moi, la glace, je n'ai jamais vu mousser quand on brossait dessus. En tout cas, dans le cas de Mario. Ce qui m'amène au cas de Mickey. Mickey mousserait-il? Eh bien, pour répondre à ça, revenons à la question de base. Qu'est-ce qui mousse quand on le brosse, quand on le frotte vigoureusement? Le savon, bien évidemment. Et on pourrait me dire qu'il existe toute une gamme de savons Mickey depuis des années. Sauf que ce serait un argument fallacieux, car en effet, il ne s'agit pas de Mickey qui mousse, mais bien de son image. Alors, peut-être qu'il aime se faire mousser, hein, il met bien sa tête sur des tas de produits, mais vous en conviendrez, cher public, que ça sort de la question. Alors, un autre argument contre ma position serait de dire que Mickey mousse en faisant le ménage. Oui, bien sûr, c'est logique. Mais à cela, je réponds simplement que Mickey ne fait pas le ménage. En effet, il exècre à faire le ménage, et je vais vous le prouver.
Connaissez-vous le film Fantasia? Ah, Fantasia, un classique de Disney sorti en 1940. Eh bien, dans ce film, il existe une scène très connue, celle des balais. Et en effet, dans cette scène, Mickey utilise la magie d'un sorcier pour donner vie à un balai. Balai qui se transformera et créera une immense inondation. Alors, on pourrait me dire qu'il s'agit d'un accident, oui, peut-être. Sauf que, dans toutes les adaptations qui suivaient, qu'il s'agisse des années 80 ou même en 2014, il reprend le même procédé ayant les mêmes conséquences dramatiques. On parle de redonner vie à du bois, c'est ce qu'on appelle de la nécromancie, de la magie noire, et en sachant pertinemment les conséquences. Non, une fois, peut-être, 2 fois, une coïncidence, d'accord. 3 fois? Non, ça ne peut pas être un accident. On est bien loin de l'image qu'on a de lui d'habitude. Hein. Bonjour les amis. Non. Il serait prêt à tout, absolument tout, voire le pire, pour éviter de faire le ménage, et donc, par extension, de mousser. Alors, les preuves sont donc claires. Mickey ne mousse pas. Mario ne brosse pas. Je suis désolé, cher public, cher jury, mesdames et messieurs, mais les preuves sont convaincantes. Je suis désolé si je ne vous ai pas brossé dans le sens du poil durant cet auditoire, mais la conclusion de mon argumentaire est très simple. Non. Mickey ne mousse pas parce que Mario brosse. Je vous remercie. Tout est ok. Nous allons maintenant accueillir notre dernière oratrice, qui est Émilie VC. Bonsoir à tous. Comme vous pouvez l'observer, mon corps tremble, mais ce n'est pas seulement de l'appréhension. C'est aussi un signal envoyé par mon cerveau qui fait office d'alerte par rapport à mon état de santé générale. Heureusement, ma nationalité française me confère le droit de demander un service à ma patrie, celui de me prodiguer des soins personnalisés et gratuits. L'organisme auquel je dois donc faire appel pour bénéficier de ce service est le service public. Pourtant, le jugement rendu par ce même service public est le suivant. Je suis condamnée à 8 mois fermes d'attente pour obtenir un rendez-vous avec le praticien spécialisé qui saura m'aiguiller. En effet, nos services publics semblent défaillants en France. Non seulement c'est long, mais en plus parfois les soins prescrits semblent inutiles. Je me suis retrouvée avec une attelle de cheville pour une fracture du pied. C'est insensé, cela coûte de l'argent, et ces dépenses inutiles pourraient servir, par exemple, à financer d'autres soins de santé qui ne sont pourtant pas remboursés. Je pense par exemple à l'ostéopathie, qui est très utile pour les personnes souffrant de problèmes de dos. Et il y en a bien d'autres. Par exemple, les pilules, qui ne sont pas entièrement prises en charge. Mais la santé n'est pas le seul établissement, lieu où l'on peut avoir des problèmes de prise en charge et se sentir mal accompagné. Je vais aussi vous parler de la justice. Imaginez une jeune femme qui, lors l'un de ses trajets à l'hôpital, pour quelque chose qui n'a rien de grave en soi, mais qui a dû nécessiter 1 nuit ou 2 de soins intensifs, va subir un viol par un aide-soignant. Eh bien, elle va effectuer un dépôt de plainte, qui ensuite va déclencher une enquête. Cette enquête peut prendre des mois, des années, et peut-être
qu'à l'issue, il y aura une condamnation. Mais alors la victime ne devrait-elle pas se faire justice elle-même? Partons du principe qu'elle assassine son agresseur. Est-ce que sa vengeance ne serait-elle pas le meilleur médicament à son stress post-traumatique? Mais elle serait condamnée à de la prison ferme, sûrement. Et alors cette prison serait-elle la solution pour l'agresseur qui s'est finalement retrouvé victime du meurtre? En France, l'année dernière, il y a eu 103 féminicides. C'est-à-dire que 103 femmes ont été assassinées par leur mari. On parle de violence conjugale. C'est une autre forme de violence des hommes sur les femmes. Alors oui, 103 femmes décédées, c'est une statistique, parce que nous ne les connaissions pas forcément. Mais si c'était votre sœur, votre mère, votre meilleure amie, votre cousine, votre professeur qui du jour au lendemain n'est plus présente en cours, alors ce serait un drame. Le problème aujourd'hui est que l'on considère trop cette information comme une statistique et pas comme 103 drames qui se sont déroulés. Parmi ces 103 victimes l'année dernière, 21 avaient déjà déposé une plainte. Pourquoi sont-elles décédées? Parce que personne ne leur est venu en aide. Alors, même si la jeune femme qui a subi un viol à l'hôpital ne va pas assassiner son agresseur, nous pouvons lui souhaiter de vivre heureuse, mais elle n'aura certainement pas d'enfant, par crainte sans nul doute de devoir affronter à nouveau la personne qui lui a fait tant de mal lors de l'accouchement. Car aucune mesure suffisante n'est prise actuellement. Et oui, des violeurs d'enfants, des personnes violentes avec leurs conjoints, peuvent encore travailler au CHU de Clermont-Ferrand. Le prix de l'humour est décerné à James de Carour. Le prix motion, ah oui, est décerné à Marvin Boyer. Bravo. Le prix du public, comme j'ai dit, indépendamment du jury, c'est voilà, uniquement la moyenne des notes du public. Il est décerné à James Scott Le Carour. Est-ce que ça sera le premier prix du jury? On verra. Donc le troisième prix du public. Non. Du jury. Bien sûr. Du jury. Est décerné à Mathilde Emma. Il reste 2 prix. Notre grand gagnant du concours a été longuement discuté par les Il s'agit de Paulin Devanlé. Bravo. Et James Le Carour, 2e prix du jury. Voilà. Bravo.